Bonjour, CinéChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Carlitos Way, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Juanito Beber, qui fait un dernier podcast pour pouvoir se retirer dans les îles. Et mes complices sont... Laurent Macho Vacho, you think you're big time? You're gonna fucking podcast big time. Philippe Babyface Sedbon. Just when I thought I was out, they pull me back in the podcast. Et bienvenue dans CinéChat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, ainsi que de retrouver Brian et Al, qui sont comme de vieux amis maintenant, pour parler de leur deuxième film de gangster, peut-être moins connu que leur précédent, Scarface, que nous avons déjà couvert dans l'émission, mais d'aucuns diront peut-être aussi supérieur. Et pour l'heure, Laurent, spécialiste mondial de Brian De Palma, Abracadapod recommande encore et toujours son extraordinaire livre d'entretien avec le maître. Laurent ouvre la danse en nous racontant la genèse du film dans un chapitre intitulé « We keep spending all our lives living in the gangster's paradise ». La genèse, en fait, moi, c'est la première fois que je l'ai rencontré, Brian De Palma, c'était pour l'interviewer sur Carlitos Way, à la sortie de Carlitos Way, en fait. Je faisais une interview pour Positif, donc c'est la première fois que je le voyais, et que je prenais contact avec lui. Wow. Et donc, c'était pas pour le bouquin, hein, c'était pour une revue de cinéma, Positif. Et je me souviens que j'avais fait ça avec Philippe Rouillet, un journaliste de Positif aussi, à l'époque, on était deux, et il nous avait filmé, quand on est rentré dans la suite, c'était où? C'était au Crillon, ouais, je crois. Et il avait une caméra vidéo et il nous filmait. Et il fallait qu'on se présente, dire pour quel journal on venait, dire ce qu'on avait aimé dans le film. Donc, il faisait pas une sorte d'examen. Donc, c'était un peu bizarre. Wow. Je me souviens que mon collègue était un peu intimidé puisqu'il parlait pas hyper bien anglais. Je me souviens qu'il avait une sorte de blocage. Et on avait quand même réussi à passer l'épreuve. Après, il avait posé sa caméra. J'imaginais le mec chez lui après qui se passait toutes les vidéos des gars qu'il avait interviewés, tu vois. Qu'il avait interviewé. Je me disais, c'est quand même chez lui, il doit y avoir des étagères, tu sais. Je sais pas s'il se moquait après, tu vois. Mais enfin, il prenait beaucoup de plaisir à ce que tu sois mal à l'aise, je me souviens, parce que c'était un gars qui aime pas les interviews et je pense que de faire ça fonctionnait comme un equalizer, c'est-à-dire que ça te mettait mal à l'aise aussi. Du coup, on était sur le même pied, hein, comme ça. Et donc, bon, on avait donc fait une interview sur Carlitos Way, ça s'était plutôt bien passé. Puis c'est après, hein, vraiment, que j'ai repris contact avec lui mais je me souviens que c'était au moment de Noël, il nous avait raconté qu'il était tout seul, qu'il passait les fêtes de Noël tout seul. Enfin, c'était assez curieux, quoi. Il avait quoi? Il n'était pas très âgé à l'époque, il devait avoir 53 ans, tu vois. C'était en décembre. L'âge de Pacino quand il joue Carlito. Voilà, décembre 93, je me souviens. Et Carlitos Way était sorti aux États-Unis donc quelques semaines avant et en fait, ça n'avait pas marché. Donc, il était un peu déçu. Il y a eu un accueil critique assez moyen, voire pas bon, parce qu'il lui avait mis un coup parce qu'il pensait quand même que c'était un de ses meilleurs films. Et il était content de voir qu'en France, c'était quand même un accueil différent, puisque quand même tout le monde trouvait que c'était un de ses meilleurs films, hein, à l'époque. Ouais. Mais tu sais, bon, les Américains, ils s'en foutent un peu, quoi. Ce qui compte pour eux, c'est l'Amérique. Donc c'était un type assez, je me souviens, bon, fidèle à sa légende, hein, réfrigérant, un peu froid, qui te reçoit comme ça en te filmant. Bon, Et donc, alors, pour revenir à la genèse de ce film, c'est vrai qu'il n'avait pas été contacté le premier, hein, pour faire ce film-là, puisque c'est un projet qu'Al Pacino et son producteur, ancien manager Marty Bregman, avaient développé ensemble à partir de 2 livres d'un ancien juge qui s'appelle Edwin Torres. Edwin Torres, il avait aussi fait un bouquin qui avait été adapté par Sidney Lumet, qui s'appelait Q&A, contre-enquête. Nick Nolte, ouais. Voilà. Et où il y avait un personnage, il y avait un personnage joué par Armand Assante, qui ressemblait à Carlito d'ailleurs, tu vois. Ouais, qui joue le frère de Stallone dans Juge Dredd. I am the law. C'est ça. Et il a joué aussi une adaptation de Mickey Spillane qui s'appelait le I, the Jury, je me souviens. Ouais, j'aurais ta peau. Voilà, j'aurais ta peau, et il joue aussi dans Christophe Colomb de Ridley Scott. Enfin bon, c'est une sorte d'acteur latino un petit peu qui a pas fait une carrière extraordinaire, qui est pas mauvais, mais qui est pas devenu une star, quoi, disons.
Et donc, Edwin Torres, il avait écrit 2 livres qui s'appelaient Carlitos Way et un autre qui s'appelait After Hours, comme le film de Scorsese, hein. Et donc, David Koepp, le scénariste David Koepp, avait écrit un scénario à partir de ces 2 livres qu'il avait fondu, hein, en un pour faire Oui, l'histoire parce de que le Carlitos. premier, Carlito, est jeune, et donc Pacino était trop vieux pour jouer le premier film, donc ils se sont focusés sur le Oui, deuxième après, livre. après, ils ont fait une suite, mais alors sans Al Pacino, une espèce de direct-to-vidéo avec un Ouais. acteur, Jay Hernandez. Je crois que c'était vraiment pas terrible. C'est le fils du producteur qui avait produit ça après. Ça, faut se méfier des fils d'eux. Mais Carlito, je Mais sais plus. Laurent, j'ai entendu dire que le projet avait démarré quand Pacino a rencontré Edwin Torres, donc le juge de la Cour suprême qui avait écrit ces 2 livres. Il l'a rencontré dans un gymnase. Donc ça a commencé dans un gymnase comme Cruising. Non, comme French Connection. Comme French Connection, pardon. Oui, non, Cruising, c'était dans un sauna, pardon. Et il avait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs metteurs en scène d'approcher. Enfin, il y en a un, en tout cas, celui qui a développé le scénario au début, c'est Abel Ferrara, curieusement. Tu vois, ils étaient allés voir Abel Ferrara pour faire Carlitos Way. Moi, j'ai rencontré Abel Ferrara une fois. C'est Waouh. d'ailleurs une interview assez mémorable, parce que c'est le seul réalisateur qui s'est endormi pendant que je l'interviewais. Ouais. Et je me souviens, il était allongé sur un canapé, il y avait au moins 7 ou 8 boîtes de bière vides sur la table basse à côté, tu vois. Et il me dit, je vais fermer les yeux là, mais je vous entends toujours, continuez à me poser vos questions. Et à un moment, il n'a plus répondu, et je voyais qu'il ronflait, tu vois. Donc je suis allé voir l'attaché de presse, je lui dis, mais il s'est endormi, ce con. Et le mec me dit, ouais, ouais, mais là, il est très fatigué, tu vois. Donc, il est parti, on n'a jamais publié l'interview, parce qu'il s'est endormi au bout de C'est 20 dommage. minutes. Et donc, bon, en tout cas, il m'avait confirmé qu'il avait été le premier réalisateur engagé sur Carlitos Way. Je ne sais pas s'il s'endormait aussi pendant les réunions, tu vois, peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait avec lui. Brian De Palma, en fait, il l'avait contacté, mais il voulait pas refaire un film de gangster latino avec Al Pacino, tu vois. Enfin, il trouvait que c'était se répéter, et en fait, il a quand même lu le scénario et il a vu que c'était en fait très différent, que c'était pas du tout le même ton que Scarface. Et c'est ça qu'il a accroché. Ce qu'il a accroché, c'est que c'était un gars qui se faisait tuer et qui, en gros, revoyait sa vie pendant le moment où il est en train d'agoniser, enfin, le moment où, juste Ouais. avant de mourir, quoi. Et Philippe, c'est le premier des vieux gangsters que jouerait Pacino. Après, il y aurait effectivement Donnie Brasco. Et par la suite, bien sûr, The Irishman, qui est un peu plus louche à cause Il n'est du pas si vieux, digital. là. Il Il est est pas si numérique. vieux, là. Il a quoi? Il a la cinquantaine, là, Il a dans... 53 ans, mais c'est quand même, c'est toujours cette histoire classique dont on va parler, qui est le type qui veut faire un dernier coup pour se retirer finalement. Et c'est quand même, il est un peu sur le retour. Il vient de faire 15 ans de prison. Il arrive dans East Harlem, et c'est une légende pour certains et une relique pour d'autres. Il est souvent fait allusion à son âge, hein, dans le film. Ouais. Lui-même, Ouais, lui-même dit, je suis trop vieux pour this bullshit et tout ça. Il le dit souvent, ouais. ouais, mais si tu regardes bien, 53 ans, regarde Warren Beatty dans Bugsy, qui est censé jouer un gangster qui est pas à l'âge de la retraite, il est bien plus vieux que Pacino Oui, dans c'est vrai, mais Carlitos. je veux dire, c'est plus Tony Montana ou Michael Corleone. Tu vois ce que je veux dire? C'est un type qui veut plus être dans ce milieu-là. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de David Koepp, parce que c'est quand même un type Cap, qui. Koepp, pardon. cap. Quelle étonnante carrière de scénariste, quand même, de Jurassic Park à Mission Impossible, Spider-Man, La Guerre des Mondes. C'est quand même Mm. un palmarès spectaculaire. Bon, moi, je lui avais parlé brièvement à David Koepp, je me souviens. C'est un gars Qui s'est qui. endormi, c'est toi, en fait. C'est pas les. Non, mais en plus, il doit avoir le même âge que moi, quoi. Mais c'est, comme tu dis, c'est un type qui a une carrière extraordinaire parce qu'il a commencé, il était assez jeune. Ouais. Et il avait commencé, en fait, il avait fait un film que j'ai jamais réussi à voir qui s'appelle Apartment Zero, d'un gars qui s'appelle Martin Donovan. C'est son premier scénario, une sorte de thriller qui se passe à Buenos Aires OK. avec Art Bockner et Colin Firth. Art Et, Buckner, c'est lui qui joue Bobby dans Die Hard. voilà. Et Ouais. Mirella D'Angelo, une actrice italienne qu'on voyait dans Caligula et dans Le Guignolo aussi de Georges Lautner, tu vois. Mhm. Shout out au cinébuddy Jeff Domenech. Et c'est une sorte de thriller polancien qui se passe à Buenos Aires dans un vieil immeuble, tu vois, une histoire de copropriétaire, un peu genre le locataire, je crois, avec des histoires où jeune fille partage appartement, mais avec 2 mecs. Là, c'est 2 mecs qui partagent le même appart, je crois. Donc ça, c'était son premier scénario qui n'a pas marché du tout. Et après, il a fait 2 autres films qui s'appelaient Bad Influence, qui était une sorte de thriller à la plein soleil, un peu, tu vois, sur une sorte de... James Spader.
James Spader et Rob Lowe. Rob Lowe, c'est ça. Et après, il avait fait un film de Zemeckis qui s'appelait Death Becomes Her. La mort vous va si bien. C'est un mec en fait qui s'est tout de suite retrouvé en fait à faire assez vite des scénarios de superproduction, quand même, de très gros films. Et je sais il a commencé en fait à travailler sur Carlitos Way. Enfin, quand ils ont fait le film, il travaillait déjà depuis plusieurs années. C'est un truc qui a mis très longtemps à se mettre en place. 2 ans d'écriture, j'ai lu. Ah oui, même peut-être même plus. Ouais. Et il travaillait, donc c'est en fait par Jurassic Park, je crois que quand il a commencé à travailler sur Jurassic Park, comme je travaille avec Spielberg et tes scénaristes, après tu as ton nom qui circule, tu vois, donc tout le monde veut travailler avec toi. Ouais. Et il a quand même écrit des films qui sont des fois pas terribles. Enfin, je sais pas si tu as vu The Shadow de Russell Mulcahy. Et après, il est devenu réalisateur. Je trouve que c'est pas un réalisateur très, très Non, intéressant. c'est vrai. Et Martin Bregman, donc le partenaire, le producteur du film, supervise de près le casting du film, ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, qui nous parle de Hal et tous ses amis, dans un chapitre intitulé, comme d'habitude, Casting is Destiny. C'est vrai. Alors, Hal, revenons à Hal une fois de plus. Hal qui a donc effectivement 53 ans quand il fait le film, qui était dans une passe plutôt pas trop mauvaise de sa carrière après avoir connu des gros trous avant. Juste après Révolution, qui a été un désastre, il avait fait, je crois, 4 ans de pause. Il était revenu avec Sea of Love, qu'il avait un peu relancé. Et puis, il y avait eu en 90 Le Parrain 3, qui n'a pas été un gigantesque succès, mais qu'il a quand même réinstallé. Et 2 ans plus tard, il a fait Hit. Donc, on est dans cette période. Carlitos Way se situe entre Le Parrain et Hit. Et il vient de gagner l'Oscar. Hein ? Il vient de gagner l'Oscar pour Parfum de femme. Oui, c'est ça, qui n'est pas non plus un grand film, mais bon. Non, qui est moins bien que l'original avec Gassman, mais qui est une espèce d'Oscar de consolation parce qu'on ne lui a pas donné précédemment pour Un après-midi de chien, Le Parrain numéro 2. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, la seule fois où j'ai vu Hal, moi, c'était, je me souviens, une conférence de presse à Paris pour la sortie de Parfum de femme, Scent of a Woman. Ouais. Et je me souviens que De Palma était là, quoi. Il était, donc ils devaient être tous les deux à Paris au même moment. Et je me souviens, il avait un catogan, Pacino, et un début de barbe, et tu sentais qu'il commençait déjà à se faire la tête de Carlito. Ah, formidable. D'ailleurs, Philippe, avant que tu continues, excuse-moi, je voudrais raconter mon anecdote préférée sur le film, Carlitos Way. C'est que Pacino voulait effectivement avoir une queue de cheval, parce que bizarrement, c'est tout d'un coup les Blancs qui jouent des Portoricains ou des Latinos croient qu'il faut faire une queue de cheval. Ben, c'est comme Armand Assante dans Kiwande, il a une. Voilà, ou comme John Voight dans Anaconda. mais là, effectivement, il est allé se promener dans East Harlem avec Edwin Torres, le juge qui avait écrit les livres, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun des types qui avait une queue de cheval, et il a vite renoncé à son idée de queue de cheval, et ça m'a rappelé qu'il a commencé quand même à l'après-midi de chien avec une moustache, et Cruising avec les cheveux trop courts, ce qui nouveau, c'est une franche perruque frisée par la suite. Donc c'est vrai qu'un acteur tâtonne un peu avant de trouver son look. À toi, Philippe, pardon. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, j'en disais que c'est une carrière quand même très étrange, parce que comme De Niro, d'ailleurs, il a commencé par une carrière sans faute, quasiment. C'est-à-dire que des chefs-d'œuvre, que des grands films, que des interprétations hallucinantes. Et puis, ça s'est étiolé petit à petit. Et il y a eu après des hauts, des très gros bas, des très grands hauts, etc. Et puis, en fait, après Carlito, qui était un haut, on peut dire, il y a eu quelques trous. Il y a eu le dernier très bon film qui était L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone. Et après, j'ai regardé un peu sa filmo, et il y a plus énormément de choses à sauver, quoi. Non, il y avait le documentaire sur Looking for Richard qui était assez Oui, qu'il a réalisé, qui était très intéressant. Et là, il a une espèce de retour parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal dans Gucci et en particulier surtout dans le Tarantino où je trouve qu'il a un rôle très charmant. C'est des seconds rôles, presque des caméos, quoi. Mais il s'est réinventé, pardon, tu trouves pas, Laurent, qu'il s'est réinventé un petit peu quand même sur HBO en jouant des personnages à perruque comme Kevorkian ou Phil Spector? Ouais, non, mais bon, il y a l'âge. Après, c'est des gars qui ont 70, 80 ans, donc tu peux plus après trouver des. Mais il s'en est mieux tiré que De Niro, qui, à mon avis, avait besoin des problèmes d'impôts ou de pension alimentaire, qui lui se met à tourner, mais vraiment n'importe quoi, style Dirty Grandpa, tu vois, des trucs comme ça. Et ce qui est curieux, quand il a fait Rocky et Bullwinkle, où il a voulu tout d'un coup essayer de faire un deal comme Jack Nicholson dans Batman, et personne n'a vu le film. C'est intéressant de comparer Hoffman Dustin Hoffman et Pacino, parce qu'ils étaient un peu du même gabarit et on leur a proposé souvent les mêmes films. Et tu vois qu'à un moment, Hoffman, dans les années 70, 80,
Et au moment où Pacino est en creux, justement, hein, quand Philippe parlait de la période cruising, révolution, Ouais, les compliments de l'auteur et tout ça, où quand même il fait que des films qui marchent pas et qui sont très mal reçus, ouais. Hoffman, lui, est très haut à ce moment-là. Tu vois, il fait Kramer contre Kramer, il a des Oscars. Et Tootsie. curieusement, la carrière de Hoffman, mais alors c'est complètement rétamé. Après Rain Man, en fait, hein, c'est-à-dire il a eu un dernier Oscar pour Rain Man, et à partir de Rain Man, si tu regardes les films qu'a fait Hoffman, mais c'est une dégringolade, tu vois, surtout commerciale, c'est-à-dire que ces films ne marchent Mais plus. Pacino, qui doit pas être facile à travailler non plus, avec, mais a quand même une moins mauvaise réputation que Dustin Hoffman, Ah qui m'a oui, fait oui, oui. dégrainer, ouais. Non, mais Tu sais, après, tu je sais sais que c'est pas. marrant, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui sont persuadés qu'un des meilleurs rôles d'Al Pacino, c'est l'épouvantail. De Dustin Hoffman. Ils pensent que c'est Oui. Dustin Hoffman qui est dans l'épouvantail. Ah, c'est drôle. Il est resté dans l'inconscient collectif, sans doute en mélangeant avec Macadam Cowboy, tu vois. Ah, Mm. c'est vrai, ouais, mais ils ont Et c'est tous. très marrant. J'ai rencontré plusieurs personnes qui disent, ah, mon rôle préféré d'Hoffman, c'est l'épouvantail. C'est drôle, Oui, hein. Pacino, ils avaient envisagé de lui proposer Les Hommes du Président, ils avaient envisagé Marathon Man, tu vois, enfin, Lenny, tous les rôles, effectivement, de l'époque étaient soit l'un, soit l'autre. Les Chiens de Paille, je crois même aussi. Donc, c'est quand même des mecs qui ont eu et Pacino, le seul metteur en scène avec qui il regrette de ne pas avoir travaillé, en fait, c'était Peckinpah. Il disait que Effectivement. Peckinpah lui avait proposé un rôle, alors je ne sais pas si c'était Les Chiens de Paille, et qu'il avait refusé parce qu'il avait la réputation de refuser tout à un moment Pacino et qu'il s'en était mordu les doigts. Donc, je pense que ça doit être Les Chiens de Paille, quoi. Un après-midi de chien de paille. Philippe, tu peux nous parler d'un acteur étonnant dans le film m'a fait penser un peu à Jonah Hill dans Le Wolf of Wall Street, qui est Sean Penn. Tout à Sean fait. Penn, ouais. Sean Penn qui était encore dans sa bonne période. Moi, je trouve que maintenant, il est un petit peu imbuvable, mais à l'époque, c'était un vrai personnage, quoi. Il Ouais. avait, d'ailleurs, je trouve son autre meilleur rôle, à part celui-là, c'est un autre film de Palma qui est Outrage, Ouais. où il est prodigieux dans Outrage, carrément. Mais C'est là, vrai. c'est Il était pareil. formidable. Il était formidable dans un film de Woody Allen où il jouait un musicien de jazz inspiré de Ouais. Oui, Django Reinhardt, aussi, ouais. où il Il était s'amusait un très peu. Moi, j'aime bien bien quand il dans. s'amuse, comme dans Carlitos Way, quand il a l'air de s'amuser à jouer, Ouais. si tu veux. Et il faut préciser qu'il a fait le film quand même pour financer son propre film, The Ouais. Crossing Guard, je crois, avec Jack Nicholson, et qu'il avait Mhm. travaillé également avec Viggo Mortensen, dont on va parler plus tard dans l'émission, qui fait le portoricain le plus improbable de l'histoire du cinéma, La ligne! La Ligne. Mais De Palma, il nous avait raconté qu'avec Sean Penn, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, il paraît que c'est très compliqué de tourner avec lui. Puis à chaque fois, en tout cas dans les deux films qu'ils ont fait ensemble, il a détesté le résultat après, quoi. Donc Sean Penn déteste le résultat des ouais, deux. ouais. Wow. Mais il paraît que, tu sais, il paraît que Alan Dershowitz, l'avocat, aurait fait un procès au film parce qu'il pensait que le personnage de Kleinfeld, joué par Sean Penn, était inspiré par lui. Ouais, parce que j'avais entendu cette histoire, ouais. Non, mais je sais pas, je crois qu'il s'en foutait complètement, mais pourtant, je trouve qu'il est très habité enfin, quand il joue on n'a pas l'impression qu'il s'en fout quand il joue Kleinfeld, là, Non, tu et puis vois. en plus, il fait plein de coke devant Pacino qui venait d'en faire plein dans Scarface, donc on a l'impression qu'il Ouais. essaye d'en faire encore plus que ne fait Pacino. Et c'est vrai qu'il maîtrise cette espèce de jeu de Bon, il paraît l'outrance. il voulait tourner avec Pacino quand même, ça l'intéressait de tourner avec Ah, Pacino, et je ouais, pense qu'il voulait aussi financer ses films, donc il a pas fait le film pour l'intérêt du rôle, je crois. c'est vrai. Pourtant, c'est une de ses plus belles compositions, parce que moi, je Ah trouve oui, qu'on oui. l'oublie complètement dans le film. Moi, je pensais jamais que c'est Sean Penn. Il est tellement Ouais. métamorphosé physiquement. De Palma voulait faire un autre film après avec lui. Il lui avait proposé un autre film. Alors, c'était une fois qu'il était en Europe, hein, un film sur un psychopathe, un tueur psychopathe qui tuait des nanas. Ça s'appelait Toyer. Et l'autre l'a envoyé chier, quoi. Ça devait être avec Juliette Binoche, quoi. En tout cas, il faut préciser qu'il a une coiffure extraordinaire qui ressemble à celle de Art Garfunkel et qui Ouais. lui fait une tête hallucinante. Moi, je trouve qu'il ressemble à Robert Englund. Tu sais, le mec qui fait Oui, c'est vrai, c'est vrai. Freddy un peu, quoi. C'est vrai, il aurait fait un formidable Freddy Krueger, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs formidables dans le film. John Leguizamo, qui joue Benny Blanco from the Bronx. On voit que les noms des personnages sont extraordinaires aussi. Ouais. Lui est d'origine colombienne. Le grand Luis Guzman, qu'on avait vu dans Boogie Nights, qui lui est d'origine portoricaine. Non, et Film, lui, c'est son meilleur rôle, hein. ouais, extraordinaire. Pachanga! Et on sent que Paul Thomas Anderson a bien étudié Carlitos Way avant Boogie Nights avec les parties de cocaïne et puis cette caméra extraordinaire parce que on va parler aussi du travail de Steadicam du film. Larry McConkey, qui est un des plus grands Steadicamers, et le film a une fluidité. Toute cette séquence de métro de la fin dont on va parler, on a l'impression que c'est une version propre de French Connection, tu sais, emballée, quoi.
C'est Oui, oui, hallucinant. c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est prodigieux au niveau de la mise en scène, toute la fin. Et ce que je trouve bizarre dans le film, alors peut-être c'est un clin d'œil à lui-même, mais tu vois, toute la scène juste avant que Sean Penn Ouais, se fasse poignarder devant je sais ce que l'ascenseur, tu vas tu te dire. souviens? Ouais, C'est Hitchcockien. C'est ouais, purement Hitchcockien. Mais ouais. c'est le seul moment Hitchcockien du film. Donc c'est marrant qu'il y ait ce espèce de parenthèse. C'est vrai, mais j'ai une question à vous poser parce que moi, c'est ma théorie, c'est qu'en fait, les grands metteurs en scène, au bout d'un moment, font un peu ce qu'on appelle les tubes, leurs greatest hits, comme on Oui, dit en anglais. Et là, tout d'un coup, effectivement, cette scène dans la station de métro à la fin rappelle Les Incorruptibles, où tout oui, d'un coup, oui. tu as une scène au chiottes où je crois Sean Penn est en train de baiser Steffi, qui est d'ailleurs Steffi qui est encore plus jolie que Penelope Ann Miller. Et Ouais. tu es au-dessus des toilettes, tu sais, dans un plan magnifique qu'on avait dans Blowout. Donc, tout d'un coup, il fait ses tubes. Et ça, je trouve ça réjouissant quand on maîtrise à ce point-là la mise en scène. C'est globalement moins baroque que Blowout, Dress to Kill, tu C'est vois. vrai. Il n'y a pas de Mhm. ralenti, il y a pas, il y a quelques plans débulés un peu comme ça, tu vois. Mais je trouve que la mise en scène est moins flamboyante, enfin pas C'est vrai. flamboyante, pas le mot, mais moins baroque, quoi, tu C'est vois. pour ça que la remarque de Philippe est intéressante parce que c'est plus Hitchcockien. C'est plus quand on voit cette scène de billard, quand on dit à son cousin va chercher la bouteille dans le fond de du cajot de la boîte là, c'est terrifiant et il fait monter la tension comme seul Hitchcock pouvait le faire avant lui d'une certaine manière. Ah ouais. Ouais, enfin, c'est surtout la gestion de l'espace, tu vois. C'est la manière comment il montre l'espace. C'est-à-dire, quand il arrive dans le décor de la salle de billard, là, Ouais, comment il te montre où est la porte des chiottes, tu vois. Enfin, comment il extraordinaire. bloque le décor. Et ça, il t'explique que c'est vraiment pour lui ce qui est le plus important. C'est-à-dire La que spatialisation. voilà, la mise en scène, pour lui, il te dit, c'est inscrire des personnages dans l'espace. Donc, il faut arriver à poser l'espace et à bien faire comprendre. Mais tu as vu ce travail, Philippe, quand les mafieux sont dans la boîte de nuit à la fin et que lui monte dans son bureau et qu'il a cette espèce de tour de Oui. contrôle et on passe d'en bas en haut. Ce qu'on avait un petit peu déjà dans la scène de la tronçonneuse où on passait à l'extérieur du motel. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite pour cette caméra sans qu'elle soit trop in your face, tu vois, trop flashy, comme certains metteurs en Non, non, scène. en plus, dans cette scène en particulier où il monte et il laisse les mafiosi en bas, il y a un truc qui est fantastique, qui passe progressivement, c'est que les mafiosi ne se sont pas encore déclarés comme ennemis. Ouais, Tu vois, c'est extraordinaire. donc, toi, tu devines, lui, il devine Pacino qui sont venus lui faire la peau, mais ils se sont déclarés comme des vieux copains qui se retrouvent dans une boîte, tu vois, donc ça double le suspense. Absolument. Ils sont bien castés en plus. Je crois que c'est des types des Sopranos, mais ils font peur. Et il y a toujours Moronji, des là, qui gars, joue c'est des gars que tu as vus, enfin, c'est des acteurs new-yorkais, et c'est des gars que tu as vus dans des films de Sidney Lumet. C'est-à-dire que, notamment, il y en a deux, je crois, tu les vois dans Le Prince de New York, par exemple, qui est un film Ok, que De Palma devait faire, d'ailleurs, aussi, à une époque. d'accord. Et il y a Et il y a toujours un gros. T'as vu? le gars qui est tué sur le bateau, qui est donc, dont on voit le frère, finalement, à la fin, qui vient Mm. vouloir faire la peau à Pacino. En fait, c'est un mec qui jouait dans une série qui s'appelait, attends, ça, mais un gars qui s'appelle Adrian Pasdar, et il jouait dans une série qui a été très peu, il y a eu qu'une saison, je crois, qui s'appelait, alors, attends, j'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelait, où il jouait un espèce d'arnaque, d'escroc, quoi. Et De Palma Arsène Lupin? avait repéré le mec dans cette série, quoi. Ah, c'est drôle. Il était le héros de Near Dark, tu te souviens de Catherine Bigelow, Ah, c'est ça! Voilà, c'est lui qui Adrian tombait Pasdar. amoureux. C'est lui qui Ouais, partait avec cette bande de vampires sur la route, ouais, effectivement. ouais. Bravo. Extraordinaire bande-son de Patrick Doyle, très classique. On parlait, c'est vrai que c'est un Ouais. film noir, c'est un film néo-noir. Je trouve que c'est renforcé par cette musique et aussi par le look de Penelope Ann Miller. On n'a pas encore parlé d'elle parce que c'est peut-être pas le point fort de De Palma, de filmer des femmes ou en tout cas de raconter l'histoire de femmes. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt comme ils sont ensemble dans la vie, Pacino et elle, bien que Pacino soit marié, il y a quand même une véritable alchimie entre eux. Et elle a C'est une vrai. coiffure et un visage des années 40, je trouve qu'il y a encore ce côté film noir. Complètement, complètement. Moi, il m'avait raconté en fait qu'il aurait plutôt rêvé d'avoir Mélanie Griffiths dans le rôle qui est joué par Penelope Ann Miller, Tu mais veux que dire De Palma ou Pacino? De Palma. Ok. Il n'était pas complètement content du Bah, choix c'est-à-dire de. qu'elle est bien, c'est une bonne actrice, mais elle n'est pas très crédible en stripteaseuse. On sent qu'elle se fait violence. D'ailleurs, c'est pour Voilà, ça il que m'avait dit. Non, parce qu'au départ, c'était une institutrice dans le script au départ. Il trouvait que institutrice et nana qui va danser à poil dans les trucs, ça faisait bizarre, tu vois, ça faisait un peu Looking for Mr. Goodbar. Et donc il en a fait une danseuse dans la vie aussi. Et il fallait, après, il disait le problème, c'est qu'il fallait trouver une fille qui savait bouger, quoi, enfin, qui savait faire à la fois le striptease Ouais. et il disait que Mélanie Griffith, de toute façon, était trop chère. Il ne pouvait pas payer une actrice trop connue parce qu'ils n'avaient pas l'argent.
Ouais. Donc, ils ont été obligés de se rabattre sur une comédienne qui était pas de deuxième catégorie, mais disons, qui était pas une. Parce que Penelope Ann Miller, c'est une actrice qui avait quand même eu quelques petites notoriétés. Elle dit qu'elle a joué avec les trois parrains, avec Marlon Brando, avec Al Pacino et Robert De Niro, tu vois. Hmm. Dans Premier pas dans la mafia, elle jouait avec Matthew Broderick, le copain de ton père. Ouais, l'ami de la Et, famille. après, elle a joué avec Robert De Niro, je crois, je sais plus dans quel film, je crois que je sais pas, L'éveil, dans l'éveil. Awakenings, et avec donc Pacino dans Carlitos Way. Mais à une époque où Elliot Kastner avait développé Carlitos Way, il paraît que Brando était pressenti pour le rôle de Kleinfeld, de l'avocat que jouerait Sean Oui, Penn. oui, absolument, ça c'est vrai, oui. Ouais, c'est drôle. Et Philippe, tu peux nous parler un petit peu des films sur les gangsters qui se retirent? Parce que c'est carrément un genre de cinéma. Des films comme Sexy Beast, Bob le Flambeur, tous ces films-là, c'est des gens qui veulent faire un dernier coup avant de se retirer d'une certaine manière. Oui, oui, c'est un grand classique. Ça vient du western, hein, d'ailleurs. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça que je Ça pensais. vient du Ouais. western. C'est les pistoleros qui disent je ne tirerai plus jamais sur personne, je me retire dans ma ville natale, je vais épouser ma fiancée, etc. Et le même jour, tu as 12 mecs qui viennent pour le flinguer. Ça, c'est un grand, grand classique. Absolument. Et dans le polar, effectivement, c'est les types à qui il manque 70 000 $ pour arriver à acheter une ferme et C'est se toujours retirer. 70 000 $. Toujours. Et un mec, il leur propose un truc et il dit, OK, mais c'est la dernière fois. Et tu sais que là, il est mort. J'adore ça, c'est une convention magnifique, effectivement, de The Killing à la Horde Sauvage, à Point Blank. Il lui manque aussi 70 Exactement. 000 $ dans Point Blank, non? Ouais, ouais, c'est ça. Et tu sais que c'est pareil que dans les films de guerre, quand t'as un mec qui sort son portefeuille, qui montre la photo de sa femme et de son gosse, il est mort dans la scène d'après, le mec. Ou un type qui écrit des lettres, c'est que c'est fini. C'est ça. C'est drôle, mais Laurent, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est les films néo 70 aussi, parce qu'on voit que le look des années 70, et comme on parlait de Boogie Nights ou des films comme ça, c'est un peu raté, comme dans American Hustle, où on a l'impression qu'ils sont habillés pour Halloween, tu sais, avec des pantalons pas de laine et des perruques. Mais là, c'est très réussi, mais il y a des moments quand même où on a l'impression qu'ils relâchent un peu les années 70 et on est dans les années 90 quand même, j'ai trouvé. C'est moins tenu sur tout le film, et c'est un vrai film new-yorkais. Ils ont quand même eu toutes les autorisations d'un gros film avec Pacino. Et le film est extraordinairement new-yorkais, je trouve. Bah, ils avaient surtout, le final, en fait, devait se dérouler dans les escalateurs du World Trade Center. Euh, Waouh! et en fait, il y a eu l'attentat de 93, hein, puisque tu sais qu'il y avait eu un premier attentat au World Trade Center avant 2001. Ah ouais. Il y avait eu, en fait, dans le métro, il y avait des bombes qui avaient explosé. Et du coup, en fait, c'était quand ils étaient en train de tourner et ça a complètement changé leur plan de travail, puisqu'ils devaient, toute la poursuite à la fin, ils devaient tourner ça dans tous les escalators du World Trade Center. Il avait fait tout son découpage parce qu'il y avait, je ne sais pas combien d'escalators. Waouh! Et il s'est rendu compte après qu'il ne pourrait plus faire la même chose à Grand Central, parce qu'ils ont changé de décor. Donc, en Ouais. fait, toute la partie qui est dans le train que tu vois dans Carlitos Way, où il est poursuivi dans le métro, enfin dans les wagons, tu vois, quand il Ouais. passe de wagon en wagon. Comme En Bozufi. fait, ça, C'est ça, ça n'existait pas dans le premier, ça existait pas dans le premier découpage. C'était que des escalators. Si tu veux. Toute la Waouh! poursuite, c'était que des escalators. Il a été obligé d'adapter et donc comme il y avait très peu d'escalators à Grand Central, Il il l'a a été formidablement adapté parce que ce plan où Pacino s'allonge sur l'escalator pour se ouais. dissimuler, et tu vois ce gros type qui arrive et qui l'aperçoit, ça c'est quand même magnifique. Le gros qui ressemble à l'avocat de Billy Hayes dans Midnight Express. Les metteurs en scène aiment bien les gros parce qu'ils prennent bien la lumière. Mais je crois qu'il y a toujours un gros dans les. C'est-à-dire dans les mafieux, ils ont souvent un gros, je sais pas si c'est pour amortir les balles ou tout ça, tu vois, mais il y en a toujours un gros Il a beaucoup de mal à courir derrière Pacino, qui lui est très en forme, Pacino. Il est très beau dans le film, hein. Je le Ouais, trouvais ouais. magnifique. Et je voudrais parler un petit peu quand même encore de John Leguizamo en Benny Blanco from the Bronx, parce qu'il a un petit rôle, mais il a un rôle très marquant. Il paraît qu'il a refusé le film 4 fois Ah et bon? qu'il a fini par accepter, oui, quand De Palma lui a laissé faire de l'impro. Peut-être parce que le rôle était Je crois trop. que lui, il paraît que c'est un sale con, enfin un type qui cherche les conflits avec tout le monde. C'est possible, il s'est très mal entendu avec Penelope Ann Miller. Il s'est excusé d'ailleurs par la suite parce qu'il avait demandé à la costumière de rétrécir le costume de Penelope Ann Miller chaque jour un petit peu plus pour qu'elle ait l'impression qu'elle grossisse, ce qui est terrible à faire à une actrice. Ils avaient fait ça à Brando aussi sur La vengeance aux deux visages, ce qu'il bouffait comme un cochon, et on voulait lui donner une leçon. Mais il s'est excusé auprès d'elle. Et il y a un truc qui est drôle, tu sais, il a dit, John Leguizamo, il a raconté une anecdote que j'ai vue à l'occasion de la recherche pour ce show. Il a dit le type le plus horrible sur un plateau qu'il a rencontré, c'était Steven Seagal sur Executive Decision.
Oui, dans oui. lequel ils étaient tous les deux, parce qu'il est arrivé, Steven Seagal est arrivé sur le plateau et il a commencé à essayer de maquer tout le monde en disant, écoutez, c'est moi le patron, il a commencé à leur parler comme un chef tu vois, un soldat, et Leguizamo s'est mis à ricaner dans son coin, et Seagal s'était approché de lui, elle lui a mis un énorme coup de poing dans le plexus solaire. Et ça lui a coupé la respiration, il le raconte dans les talk shows, et il dit, depuis, il déteste bien sûr Seagal. Mais tu te rends compte, Seagal qui Mais, frappe un mec, il frappe un ah autre ouais, comédien sur un mais plateau. après, je sais pas, c'est peut-être vrai, mais il a la réputation, les Guizamo, de raconter pas mal de conneries, quoi. Tu vois, C'est de possible, en tout choses cas, pas vraies. c'est un stand-up, il a fait une grosse carrière de stand-up comédien. Mm. Mm. Et c'est vrai qu'à la fin, quand il dit Remember me, Benny Blanco from the Bronx, il ressemble au Joker carrément. Il est très avec ce Oui, gros d'ailleurs, nez. t'as vu la manière dont il a amené, c'est fantastique. C'est-à-dire on Fantastique. voit un mec de dos en manteau avec la tête baissée, on le Avec voit un deux, bras dans trois le fois, plâtre. on Ouais. l'entrevoit deux, trois fois, Ouais. et tu n'arrives pas à le calculer complètement. Et puis tu dis que c'est pas normal cette présence Ça fait peur qu'on de revoit. façon sous-jacente sans qu'on sache pourquoi on Ouais. a peur. Ouais. Et quand il se retourne, ben, on se dit, ah bah oui, évidemment, tu vois, Et c'est il est très très fort, c'est très pâle, très il est fort. presque en noir et blanc. T'as vu avec son Ouais. costume et tout, il est presque C'est la complètement. mort, quoi. C'est la mort, C'est le ça. visage de la mort. Je t'attendais à sa marquante, c'est sublime. Ouais. Benny Blanco from the Bronx. C'est... Tu le fais bien. Mm. Alors, petite question, un petit quiz pour vous, mes amis. Combien de fois le mot phoque est-il employé dans le film? Pouf. Ben, déjà beaucoup moins que dans Scarface. Ouais, ouais, je crois que C'est Scarface, vrai. c'est 177 ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, donc c'est moins, effectivement. Vous voulez essayer un chiffre? On va voir lequel de vous deux est le plus près. Je sais pas, 80. 70? 80. Ah 139. ouais. Ouais, quand Ouais. même. C'est mieux intégré alors, parce qu'on les sent pas tellement passer, je trouve. Par exemple, tu as le caméo de Viggo Mortensen, tu vois, qui est venu en fait juste pour jouer avec Al Pacino, quoi, tu vois, qui Ouais. était déjà un Et moi, comédien un peu je trouve connu. que c'est un des meilleurs du film, hein. Ah ouais, Et il est formidable parce que tout à coup, c'est un personnage kubrickien qui est over the top face à un Pacino qui est impérial, qui est tout en retrait. Et il est extraordinaire, Viggo Mortensen. C'est vraiment un très Dans grand ce, je acteur. trouve que Mais c'est un de ses meilleurs rôles, sans déconner, hein. c'est vrai, mais Parce que, il joue un portoricain. Donc aujourd'hui, ce serait que des portoricains si on faisait ce film. ouais, bah, de Mais toute il a eu des façon, problèmes. Al Pacino est totalement invraisemblable en portoricain, Absolument. au point qu'il intègre dans le dialogue qu'il avait l'air italien. C'est ça, il y a un des mafieux qui dit, ah, Ouais. regarde, non, qui lui dit, ah, regardez-le, il a l'air italien. en fait, Voilà, et c'est vrai qu'il a. quand tu parles avec des Américains de ce film, comme souvent les Américains, ils l'aiment pas tellement parce qu'ils te disent que l'autre, il a pas l'accent, que Pacino a pas l'accent portoricain, qu'il est pas crédible en portoricain, tu vois. Donc ça, Ouais, je crois qu'il était plus crédible en cubain, m'avait-on dit. c'est comme Ryan O'Neal dans Barry Lyndon où les mecs te disent ah non, non, il a pas l'accent irlandais. Ils sont très attachés les Américains à Ouais, ces c'est vrai. histoires C'est d'accent. vrai. Et j'ai une autre théorie, c'est que certains rôles marquants pour un acteur le suivent dans son film suivant. Par exemple, tu as Hannibal Lecter, on voit encore un peu Hannibal Lecter dans Les Vestiges du jour, qu'il a fait juste après dans ce majordome glacial. Et là, tu vois un petit peu par moment qu'il a la voix de son personnage de Parfum de femme aussi. Donc, tu as l'impression qu'il a tout mis dans une Mm. espèce de shaker, qu'il a remué, et qu'à l'arrivée, tu as cet étrange accent où parfois même il a un petit cheveu sur la langue, et il sonne presque comme Mike Tyson. Et pour le casting, il s'était amusé à aller chercher des mecs qui étaient dans Scarface aussi pour les mettre en face de Pacino parce que ça faisait un peu les gars qui se retrouvent, tu vois. Ah ouais, mais c'est un Ah, répertoire comme au théâtre. et t'avais le gars en fait un petit bonhomme là, comment il s'appelle, celui qui est dans la bagnole, pas le gars qui se fait découper à la tronçonneuse, mais un mec qui est avec eux dans la voiture à ce moment-là, je Tu parles crois. pas de Al Israël? Non, Al Israël, c'est celui qui tronçonne, c'est celui C'est qui est avec ça. la tronçonneuse. Mais il y a un autre petit mec qui se fait descendre dans la fusillade finale et qui Ouais. est au mariage et qui est avec une nana aussi au mariage. Enfin, et tu le vois à un moment dans le barrio, dans la scène où il revient au barrio, quoi. Donc C'est lui qui a le chapeau rouge. Ah, qui a le chapeau rouge, c'est ça, ouais. oui, il s'était amusé à aller chercher des gars qui avaient des petits rôles dans Scarface pour que Pacino retrouve Et dis-moi, Al Israël, c'est le mec habillé tout en blanc qui l'accueille au début dans East Oui, je Harlem. crois. Il lui Je dit crois, ouais. Retired quand il lui dit je vais me retirer Retired avec son Et dites-moi, cigare. question, j'ai pas vérifié. Le serveur de la boîte de nuit d'Al Pacino, c'est pas Angel de la Horde Sauvage? Ah, c'est possible. Tu as peut-être, il faudra que je vérifie parce que j'ai pas Jaime vérifié. Fernandez, je crois, il s'appelait. C'est possible, mais je l'ai trouvé très drôle. J'aurais voulu qu'il ait son propre film. Parce qu'à chaque fois, il a des problèmes. Il y a Kleinfeld qui fait de la coke, il y a quelqu'un Ouais, qui est en train c'est de baiser ça. dans les chiottes. On n'arrête pas de lui J'ai renvoyer son j'ai champagne. cru le reconnaître à un moment quand il vient parler à Pacino. Je me dis, mais c'est pas le Jaime Fernandez, lui? Ah, c'est très possible. Mais justement, ça m'amène à ma nouvelle théorie foireuse qui est que le film est une comédie et que Pacino est un très grand acteur comique.
parce que tu as plein de scènes qui sont drôles, comme dans Scarface, et tu as ce même humour noir qu'on retrouve aussi chez Kubrick, et qui fait que ce sont également des comédies furtives. Tu te rappelles dans Scarface, quand il propose un job à ce type dont on vient d'assassiner son patron devant lui, en fin de scène, c'est de l'humour, tu vois. Et Mm. ici, on retrouve aussi, quand il dit justement à la fin de la scène avec Al Israel, je suis en train d'étudier pour devenir prêtre, dit Al Oui, Pacino. c'est de l'improse. Je suis sûr que c'est de l'improse. Hein. C'est très possible, mais Pacino a la Ouais. vis comica et il est très drôle. On le voit dans Il était une fois à Hollywood, et je trouve qu'il est plus drôle que De Niro. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as un jeune mec aussi, celui qui joue son filleul ou je sais pas quoi, celui qui se fait tuer dans la boîte, dans la salle de billard, là, le Ah oui, jeune le mec. cousin. Ouais. Et en fait, c'est un gars qu'on a vu après chez Michael Mann dans Miami Vice, et tu le reconnais pas en fait, parce il a pris du poids, il a une C'est moustache. drôle. Je sais plus comment il s'appelle le mec. T'as du mal quand tu te dis c'est le mec de Carlitos Way, tu te dis oula, alors qu'il y a quoi? Il y a quand même 13 ans hein, entre les deux, mais le mec a beaucoup changé, quoi. Et Ouais. c'était son premier film, Carlitos Way, Et le gars. sur le plateau, quand on voit les photos de Pacino, dont on sait qu'il n'est pas très grand, à côté De Palma a l'air d'un géant. Il est grand dans la vie, De Palma, Laurent? Ouais, il était plus grand que moi, ouais, je me souviens. Donc il Ah doit ouais. faire 85 ou un truc comme ça, je Ah ouais, pense. ouais, ouais. Effectivement, quand même, ouais. Et Pacino, moi, je l'ai vraiment eu en face de moi. Hein. Il est vraiment très petit et surtout très court sur pattes. Enfin, tu vois les Mm. jambes très petites, quoi. C'est étonnant, mais c'est pour ça qu'il a ce long manteau noir en cuir qui lui va Bah, magnifiquement. quand je l'ai vu, il avait un très long manteau noir aussi, quoi. Ah ouais, Ouais. effectivement. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans le film, le seul moment où on voit vraiment qu'il est très petit, c'est quand il court de dos dans le métro. Tu Ouais, sais? Quand ouais. il est dans le wagon et qu'il court, il est tout petit, quoi, par rapport aux passagers, aux figurants et tout ça. Ouais. Non, mais lui, il avait des problèmes avec les nanas parce que fallait, tu sais, il fallait les surélever parce que même quand il faisait avec Marthe Keller, elle était vachement plus grande que lui, quoi, tu vois. Donc il fallait à chaque fois trouver Le des même systèmes. problème qu'avait Dustin Hoffman dans Marathon Man, mais en fait, c'est Pierral Pacino. Non, il paraît que Dustin Hoffman, lui, il voulait, ça lui plaisait qu'elle ait l'air plus grande. Je parais qu'il lui avait proposé Dustin Hoffman dans Marathon Man de faire des trucs. Et lui, il avait trouvé que pour le personnage, c'était bien que la fille soit plus grande, quoi. Ouais, c'est intéressant. J'avais oublié que le film commençait en noir et blanc aussi, ça, pour renforcer ce côté noir, ce côté Mm. tragique. Et puis cette structure, Non, le noir et effectivement. blanc, le noir et blanc, il avait expliqué que c'était aussi pour effacer les repères, c'est-à-dire comme il fallait que le moment quand il se fasse tuer, quand il se fait tuer à la fin, il fallait pas qu'on reconnaisse les couleurs du train, tu vois, des choses comme ça, parce qu'on pourrait se dire ah bah ça y est, il se fait tuer devant le train, tu vois, Ouais. donc là il voulait brouiller avec le noir et blanc, il voulait brouiller un peu pour qu'on se C'est pas rende pas. complètement réussi parce que quand on arrive à la fin, on a cette vraie impression de boucle et bouclée et on sait à peu près où on est quand Ah même. bah, moi je connais plein de gens qui en voyant le film avaient complètement oublié qu'ils se faisaient tuer au début et sont surpris, tu vois quoi. Ouais. Et Avec se cette disent, magnifique voix off aussi très film noir qui est très très bien écrite par David Koepp. ouais, comme ça fait Sunset Boulevard un peu, quoi. Et vous avez vu Paul Mazursky dans le rôle du juge? Oui, Mhm. très bien. Une scène qui m'a toujours dérangé, moi, parce que je trouve que c'est une facette de Carlito, espèce de cabotin, histrion et tout, qu'on ne revoit plus jamais après. Ouais, Tu vois, c'est une espèce de matamor qui fait un numéro extraordinaire comme ça. Alors, c'est très bien ce qu'il fait, Pacino, mais on ouais, ne le revoit plus après du tout. c'est Ça vrai. lui Ça, ressemble ça, pas, si ça- tu veux. ça fait vraiment penser à la dernière scène de Scent of a Woman, tu vois, Ouais, ouais, c'est vrai. où il fait la Absolument. plaidoirie, enfin, il est là, Ouais, tu vois, il y a le côté encore Houha tu vois, ouais, ouais. et comme ça avait été Jamais. son Oscar, tu sais, en fait, il a reçu l'Oscar pendant le tournage de Carlitos Way, d'ailleurs, quand tu vois sur Ah ouais. YouTube la Mais cérémonie des Oscars, ouah, tu vois, ça a commencé il a la avec tête de Carlito, quoi. ouais, mais ouah, ça a commencé avec Parfum de femme, non? C'est ça, oui, oui. Ouais, c'est Ouais, ouais. là-dessus. Ouais, ouais, non, c'est Mais étonnant. effectivement, t'as l'impression d'une scène qui a été écrite peut-être a posteriori pour faire plaisir à Pacino. Tu vois ce que je veux Moi, dire? j'ai vu Perfum de femme, le film, le Scent of a Woman, je l'ai vu en projection de presse, et il y avait De Palma dans la salle derrière, qui à l'époque sortait avec une journaliste de première qui s'appelle Christine Haas, tu vois, quoi. Et ils étaient tous les deux, je me souviens, j'avais été assez impressionné, je me dis, putain, il y a De Palma dans la salle, tu vois. Donc quand je disais que je l'avais rencontré la première fois en faisant l'interview, en fait, je l'avais vu là, en fait, dans la projection de Scent of a Woman. Donc je pense qu'il était là. C'est pas impossible hein, qu'ils aient fait aussi la première scène de Carlitos Way, là dont tu parles, parce que peut-être ils voulaient capitaliser sur le côté, tu vois, Je voilà. pense. Ça fait Je penser pense un peu. parce d'abord, tu peux tout à fait t'en passer de cette scène. Et en plus, c'est hors caractère, tu vois, vraiment, franchement, parce que au contraire, quand il sort de tôle,
Carlito, il veut faire profil bas, il veut oublier son passé, il veut montrer qu'il a changé, etc. Or, cette espèce de numéro qu'il fait devant le juge, c'est vraiment d'un petit voyou arrogant, Ouais. insolent. Enfin, tu C'est vois, vrai, ça n'a rien ouais. à voir, quoi. C'est pas tout à fait le personnage, effectivement, mais il y a un truc où on sent que De Palma connaît bien son acteur, c'est qu'au bout de 9 minutes de film, Pacino est en train de danser. Il est sur la piste de danse du disque de la boîte de club, de la boîte de nuit qui s'appelle El Paraíso, le paradis, un petit, comme le même nom que son food truck, son camion de nourriture dans Scarface, El Paraíso. Ouais. Et puis Paradise, le Phantom of the Paradise. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Et à la fin, cette publicité, Escape to Paradise. C'est dans Femme Fatale où à la fin, là, ils sont dans un café qui s'appelle le Paradis, quoi, aussi. On parlait de la musique aussi de Patrick Doyle. En fait, il connaissait pas Patrick Doyle, même si c'était un compositeur qui avait fait des musiques pour Kenneth Branagh. Et en fait, il était copain de Palma avec, ça paraît curieux, hein, mais il était copain avec un metteur en scène français qui s'appelle Régis Varnier, tu vois. Ah ouais, ouais. Et moi d'ailleurs, Régis Varnier, il m'a pas mal aidé pour rentrer en contact avec De Palma, parce que moi je savais pas trop comment m'y prendre, hein, parce qu'il répondait jamais aux C'était lettres. pas lui qui l'avait connecté avec Emmanuel Béard pour Mission Impossible, non aussi? Si, bien sûr, oui, oui. Ouais. Et donc Régis Varnier, très gentiment, il nous avait aidés, il avait parlé de nous à De Palma, et ça nous avait quand même facilité la tâche pour le revoir après avec Samuel quand on a voulu le rencontrer. Et en fait, il avait vu le film de Régis Varnier qui s'appelle Indochine, pour lequel Patrick Doyle avait fait la musique, tu vois. Ouais. Et il avait adoré la musique de Indochine. Et c'est ça qui lui a fait engager Patrick Doyle, tu vois, pour Carlitos Way. Parce que Ennio Morricone avait... en fait, il paraît qu'Ennio Morricone devait faire il avait demandé à Ennio Morricone de faire le film. Et Ennio Morricone, je sais pas, ça n'a pas marché. Il n'a pas pu Ennio trouver... Morricone qui avait fait Les Incorruptibles avant, c'est ça? Il avait fait Les Incorruptibles et Outrage aussi, tu vois. Ouais. Et qui a fait Mission to Mars après. Mais il faut Et- parler aussi de Jelly Bean Benitez, très grand DJ qui supervise la musique disco du film et la musique portoricaine, la salsa, et c'est vraiment un travail extraordinaire parce que on passe notre temps dans des boîtes de nuit, dans des bars ou dans des voitures et tout, et c'est vrai que ça rythme ce film de façon spectaculaire, comme un film de Scorsese ou comme Paul Thomas Anderson. Et surtout, je trouve ça l'ancre dans les années 70. Ouais. De manière. Si par hasard t'oublies que tu es dans les années 70, la musique te le rappelle constamment. C'est marrant, c'est qu'à un moment, tu vois, quand il va voir Penelope Miller qui danse dans le boui-boui, là, on entend la chanson des Bee Gees, tu sais, You Should Be Dancing. Tu vois, Ouais, et ce qui est marrant, c'est que De Palma, il avait été approché pour faire Saturday Night Fever. Ça paraît curieux, hein, quoi. Mais il a été le premier metteur en scène à rencontrer, parce que tu sais que Saturday Night Fever est en fait tiré d'un article de New York Magazine, d'un gars qui s'appelait Nick Cohn et qui avait écrit un article sur les rites Il organisait des dîners, je me rappelle. et il avait été approché pour discuter avec ce journaliste pour voir si on ne pouvait pas tirer un scénario de ce truc. Et il m'a dit, moi j'ai tourné avec John Travolta plusieurs fois après, mais il me dit à l'époque, il n'y avait même pas encore de John Travolta. Tu vois. Wow. Imagine Saturday Night Fever fait par De Palma. Ça aurait été drôle. Mais ceci dit, Phantom of the Paradise, c'est une formidable comédie musicale d'une certaine manière. Opéra rock. Je sais pas, il aurait mis une scène de douche dans Saturday Night Fever. Tu vois. Mais dans les éléments de comédie dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un truc que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'à chaque fois que Pacino, Carlito parle de son rêve, tout le monde se moque de lui. T'as vu, à chaque fois qu'il dit qu'il veut aller louer des voitures aux Bahamas, tout le monde se fout de sa gueule. Cars, tu vois. Il y a un truc qui est fantastique, c'est la scène où il est dans les chiottes et qui fait semblant de recharger son flingue et il I'm reloading! Here comes the pain! Voilà la douleur. En fait, Al Pacino joue très très bien une scène où un mec joue très très mal. C'est fou, c'est vrai. Hein. Et le gars avec l'espèce de chapeau à large bord, là, tu vois, l'espèce extraordinaire. Qui joue donc le gars qui se fait tuer enfin qui est un des gars qui, tu sais, le gars qui tue le jeune mec, hein. Et en fait, c'est un acteur, je crois, hispano, qui jouait le gars qui tuait Patrick Swayze dans Ghost. Tu vois. Il s'appelle Rick Aviles. Et c'est un acteur en fait qui est mort du sida et je crois qu'il était quasiment déjà très mal quand il faisait Carlitos Way, quoi, tu vois. Waouh! Enfin, il fait très peur, comme tous les seconds rôles dans les films de Palma, qui filment magnifiquement la violence et le gore. À chaque fois qu'il y a les impacts de balles, on les ressent. C'est Brian de Plasma, il mérite bien son surnom. Mais c'est vrai que quand il est dans les toilettes, c'est l'affiche du film d'ailleurs, et il est absolument extraordinaire.
Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois que des jeunes acteurs comme Leguizamo ou Guzman arrivent vers lui et lui dit You're a fucking legend, man. En fait, il parle à Pacino parce qu'ils ont tous vu Le Oui, Parrain, ils ont tous vu Bien sûr, ouais, Scarface. ouais. bien sûr, bien sûr. Et ça transparaît. Mais c'est ce C'est qu'on vachement disait tout à sympa. l'heure. En fait, Pacino, dans ce rôle, dans ce film, il se trimballe derrière lui Michael Corleone et Tony Montana, quoi qu'il fasse. Exactement. Mais Donc tu acceptes tout à fait. c'est une version avec brushing de Serpico aussi, un peu, sans Un doute. peu, un D'ailleurs, c'est peu. tourné, c'est le décor où vit Penelope Ann Miller enfin, la rue où habite le personnage de Penelope Ann Miller dans Carlitos Way. En fait, c'est la rue où habite Serpico. Ils ont repris la Waouh. même, le même Ah, c'est endroit. drôle. C'est drôle. Il y a un truc qui est bien fait, c'est quand il arrive dans le strip club et qu'elle est en train de faire son numéro sur scène, tu sais, les seins nus et Mhm. tout. Il parle avec elle après, il ne la juge pas du tout, tu vois, parce qu'il aurait pu dire You're a whore et tout d'un Mhm. coup partir dans le Pacino. Je pense qu'il s'efforce de ne pas la juger. Mais il a l'air presque excité quand même, et je trouve ça Non, non, il a l'air charmant. d'aimer ça. Et tu Ouais. vois sa gueule, il est surpris. Et après, tu vois, tu vois le mec, ça lui plaît, quoi. Tu vois. Et là, il y a une erreur dans la scène où il la retrouve après pour boire un pot parce qu'elle commande un Diet Pepsi et le Diet Pepsi n'existait pas à l'époque. Ah, waouh, étonnant Aïe, ça. aïe, aïe. Mais vous avez remarqué aussi le thème nautique du film, que ce soit la chanson Rock the Boat, que ce soit le nightclub qui Ouais. ressemble à un bateau, que ce soit la fantastique scène sur le bateau avec Sean Penn par la suite. Mhm. Il y a tout, et la caméra, et la fluidité de la caméra qui rappelle un peu l'océan Oui. aussi. On a Et c'est un gros toujours. budget parce que toute la scène là où ils récupèrent le mec, enfin, où ils sont censés être au large de Rikers Island sur le bateau, ça a été tourné dans un réservoir dans les studios Universal. Donc, t'imagines quand même la taille c'est-à-dire qu'il fallait remplir un réservoir, mettre Incroyable. des gros studios. C'était un gros film quand même, même si c'est pas une super production, c'était quand même un très gros film, quoi. Et ce côté studio, justement, de cette scène dans l'eau avec ce bateau, on fait aussi film des années 40, d'accord, C'est des vrai, films Ouais, noirs. c'est Ouais. vrai. avec Mais la c'est brume. marrant, tu vois, parce que la scène où Pacino là, regarde Penelope Ann Miller danser, il est sous la pluie, tu sais, sous un couvercle de poubelle. Ouais, ouais, Moi, j'étais pratiquement sûr que c'était du studio, tu vois. ouais. Ça fait vraiment studio. Ça fait penser au Phantom of the Paradise, tu sais, quand le mec regarde la nana sous la pluie aussi. C'est vrai, mais au Body Double, il y a toujours le côté voyeur, parce que quand il arrive chez elle et qu'il l'observe par la porte, t'as vu, il y a un passage où elle lui demande de défoncer la porte, et c'est là où il dit, je suis trop vieux pour ça. C'est Ouais, assez ouais. drôle. Mais quand il s'encadre dans la porte, ça m'a fait penser à Jack À Shining. Torrance. Ouais, Here's Shining. Johnny! Ouah! Et c'est pas la meilleure scène du film, hein, je trouve. C'est de l'impro, visiblement. Non, mais en général, Et- toutes les scènes où, dans ces films-là, quand la femme arrive, ça ralentit un petit peu. En Ouais, particulier, je me rappelle dans les scènes dans Donnie Brasco où Johnny Depp rentrait chez Anne Heche, sa femme. C'était ouais. vachement moins bien fait que les scènes avec Pacino. Mais effectivement, c'est un rôle un peu ingrat et on sent quand même une vraie alchimie entre les deux par Moi, moment. je trouve qu'elle se débrouille pas si mal, si tu veux, parce Oui, que je suis bon, Non, elle est d'accord bien, aussi. elle est Ouais. bien. c'est pas une grande Elle est très actrice, bien. mais fallait exister quand même hein, en face de Pacino, de Sean Penn et tout. C'est pas forcément un rôle évident. Ouais. Enfin, quand tu regardes les autres films qu'elle a fait, je trouve qu'elle existe plus là que dans le premier pas dans La Mafia ou et elle avait fait Le aussi. Shadow, elle était dans The Shadow, Ouais, justement, elle pour le était coup. dans The Shadow et tu la vois aussi dans The Artist. Tu vois, elle fait la femme de Jean C'est Dujardin. ça. Mais ils disent dans le film qu'une faveur vous tuera plus rapidement qu'une balle, mais c'est surtout l'ego qui vous tuera plus rapidement qu'une balle, parce que il faut pas disrespecter Benny Blanco comme ça, pour qu'on Ouais. accepte sa bouteille de champagne et puis qu'il finira pas avec une balle dans le bide à Grand Central Station. Je trouve qu'il est un petit peu... D'ailleurs, la scène incroyable, tu sais, où il lui fait dévaler l'escalier à Benny Bianco, il le traîne dans la ruelle et que Ouais, ses hommes vont l'achever. Et ouais, Pacino arrive pour leur dire laissez-le partir. Tu sens que c'est la fin de Carlito. C'est-à-dire, exactement, c'est le moment où il exactement. devient humain, donc il devient vulnérable, donc il devient méprisé par les autres, et c'est sa fin, quoi. Mais c'est Ouais, Scarface, c'était ça aussi, quand il refusait de tuer les gosses dans la bagnole, là, tu C'est vrai, vois, c'est c'est vrai. ça qui précipite sa fin. De Palma, il t'explique qu'il y a une phrase, alors je sais pas si ça vient de Shakespeare, hein, parce que je crois que c'est une phrase qui a été répétée 50 fois par divers auteurs, c'est No good deed goes unpunished. Tu vois, c'est-à-dire, ouais. aucune bonne action ne sera pas, chaque fois que tu fais une bonne action, en Restera gros, impuni. voilà, tu devras payer chaque bonne action que tu fais, tu vois. Enfin, donc là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait une bonne action et du coup, il veut honorer sa dette envers Kleinfeld et c'est ça qui précipite aussi sa perte, tu vois. Ouais, et puis ça montre bien effectivement cet ancien code de l'honneur par rapport à ces jeunes gangsters comme Benny C'est très Blanco qui Melville, arrivent. hein. C'est un peu Melville aussi, tu vois, le côté les Ouais, vieux gangsters. Et alors, c'est marrant parce que quand tu regardes à l'époque où il a fait ce film-là,
il a fait après le premier Mission Impossible, et après il a fait Snake Eyes, et à chaque fois il y a des trahisons entre amis, quoi. C'est-à-dire que là, tu vois Kleinfeld et Carlito. Mission Impossible, c'est Tom Cruise et John Voight, hein, quelque part, puisque John Voight est censé être le mentor Oui. de Tom Cruise. Et Snake Eyes, après, c'est Gary Sinise et Nick Cage qui sont deux amis, et Gary Sinise qui passe du mauvais côté aussi, tu vois. Donc, Je je suis pense, je toujours pense qu'il y réjoui avait- quand j'entends le nom de Nick Cage. je ne sais pas s'il y avait dans la vie de De Palma à l'époque, mais il avait l'air très préoccupé par ces problèmes de trahison entre amis, tu vois, de gens Ouais. Et il y a dans Mission Impossible même aussi, même si Mission Impossible n'est pas un film vraiment une étude de caractère comme Carlitos Way, tu vois quand même qu'à travers John Voight et Tom Cruise, parce que je parle par rapport à la position que De Palma avait à l'époque, hein, et tu vois quand même que c'est un peu la vieille garde qui voit arriver les jeunes mecs aux dents longues et qui se disent, toi, je vais t'enculer quand même, quoi. Tu vois, t'as beau Non, ça, être ça, c'était dans Cruising. non, mais t'as beau être la relève, tu vas voir Ouais. ce que je vais te faire. Tu vois, tu sens quand même le conflit de génération. Et John Voight, je me souviens, il avait un imperméable vert et De Palma, il se baladait comme ça. Je me demande si, parce que moi, j'avais demandé, vous vous êtes identifié à qui? À John Voight ou à Tom Cruise? Et je me souviens qu'il avait été étonné par la question. Et il m'avait dit, en fait, qu'il s'identifiait aux deux. Tu vois, enfin, le manipulateur et le manipulé, comme dans Phantom of the Paradise. Mais C'est je drôle. sentais, moi, très fort ce truc de nouvelle relève. Enfin, dans Carlitos Way, c'est vraiment les petites frappes, quoi. C'est Benny Blanco, c'est les petites merdes. La C'est ligne. un peu le guépard. On était les guépards et voilà, les petites saloperies qui arrivent pour nous remplacer, tu vois. Et dans Mission Impossible, c'est pas tout à fait pareil, mais tu sens qu'il y a ça aussi, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est intéressant. Et pour revenir à la ligne, il y a un truc qui m'a fait rire aussi, on est encore dans la comédie, vu comme il arrête pas de dire, mais c'était pas branché quand il parle de son. Oui, oui, oui. Et ce Ouais, mais moment terrible, quand il sort ses couches. Ah, c'est ouais. tragique. Ah, Et ça fait un peu c'est penser à Blowout et à Prince of the City, là, avec le mec qui avait les piles qui lui brûlaient le bide, là, tu sais. Enfin, c'est ça. Mais ce sont des personnages pathétiques qu'on retrouve aussi comme Sasso. C'est un gros personnage scorsésien. Tu as vu qu'il y a des dettes. Il m'a fait penser de toute façon, À Maury dans Les Affranchis. Tu te de toute rappelles? façon, il Exactement, paraît que exactement. c'est un mec qui était pas un acteur professionnel, le gros, là, Sasso. Et en fait, il parle pas anglais. Donc, il a appris son Ah, rôle complètement phonétiquement. Et pareil que Pacino, il supportait pas parce que le mec comprenait pas l'anglais, si tu veux. Donc, il se trompait sur toutes les répliques comme il avait tout appris phonétiquement. Et il est vrai il avait dit, mais pourquoi vous avez pris ce gars-là? Pourquoi vous avez, il y a pas, on manque quand même pas d'acteurs qui parlent anglais. Et il avait dit, mais on n'a jamais trouvé un mec avec une gueule pareille, tu vois, quoi. Jorge Porcel, il s'appelle le mec. Ah, il est drôle parce que quand, Marc Dorcel, c'est Jorge Porcel. mais il est drôle parce que quand Pacino arrive et lui dit Sasso, et il dit non, 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 je m'appelle Ron maintenant. Moi, j'aime bien le peu de résistance qu'il oppose. Tu sais, quand Pacino lui demande où est mon pognon. Et l'autre dit, je sais pas, je sais pas. Et l'autre sort son couteau, il fait, tu vas me dire où est mon pognon? Et là, il balance tout. Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est dans des petites scènes comme celle-là que tu te rends compte de la puissance de Pacino. C'est un très, très grand acteur parce que quand il sort son couteau et qu'il lui dit je vais te prendre ton foie, t'y crois tout d'un coup. Même avec cet étrange accent, sa coiffure et ses cheveux teints et son cuir, tout d'un coup, t'as peur. Ouais, ouais. Et De Bah, Palma, il c'est le seul moment du film où tu vois ressurgir ce qu'il a dû être il y a 30 ans ou 20 ans. Exactement, Ouais. exactement. C'est tout à fait ça. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est comme Sean Penn est en survêtement sur le bateau. C'est très hip-hop, ça. Mm. C'est très, très moderne. Et il y a une réplique qui est formidable, c'est quand il tue les mafieux sur le bateau, et Pacino lui dit You killed us, tu nous as tués. Ouais, C'est ouais. vrai. Mais ce thème comme ça, là, bon, c'est un thème de film noir. Hein, c'est un Ouais. film noir, pas Carlitos Way. Tu Le vois, c'est pas Fatum. comme les vieux films de ces mecs qui sont rattrapés par leur passé. Enfin, c'est avec la fatalité comme ça Et il t'expliquait de toute façon que les films noirs, généralement, marchaient peu au box-office. Hein. C'était quand même toujours Mm. des trucs qui étaient... Autant tu as des polars qui peuvent marcher, autant le film noir, souvent, est un genre qui n'a pas les faveurs du public. Hein. Donc, Bah, déjà, cet aspect de tragédie grecque, quand même, c'est vrai que c'est toujours très Il y a dur. ce rêve de Pacino de devenir vendeur de voitures d'occasion qui fait Ouais, marrer tout le monde. Mais ouais, lui, j'imagine, comme nous, spectateurs, on sait bien qu'il vendra jamais des voitures d'occasion, quoi ouais, qu'il arrive. bien C'est sûr. un rêve idiot, c'est un rêve, tu vois, c'est un fantasme. Et je voudrais m'adresser maintenant au scénariste que vous êtes, car la scène de l'hôpital, Pacino s'est battu pour ne pas avoir cette scène dans l'hôpital parce qu'il dit qu'il partirait directement pour la gare et qu'il n'irait pas voir Kleinfeld. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les scènes d'hôpital comme dans Bullitt ou Le Parrain. C'est une tradition avec des tueurs qui viennent à l'hôpital pour terminer le job. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe?
Ben moi, Ouais, je trouve d'abord cette scène, elle me rappelle énormément celle de Heat. Tu sais, quand De Niro pourrait s'enfuir et Ouais, qui fait quand même un détour par chez le tueur, là, avec les cheveux longs, tu sais, qui descend dans sa chambre d'hôtel, il ouais, peut pas s'empêcher, quoi. ouais, C'est-à-dire, il faut qu'il se venge. ouais, c'est Et ça. c'est pareil. Là, effectivement, Carlito, il pourrait s'en sortir facilement en allant à la gare directement, Ouais. mais il faut quand même qu'il confronte Sean Moi, j'ai Penn et l'impression que c'est qu'il. quand même aussi un truc de scénario pour fermer le robinet de Sean Penn aussi, qui n'a pas bah sa oui, vraie oui. sortie. Ouais. Qu'est-ce que t'en Oui, penses, enfin, Laurent? ils auraient pu se contenter de le faire descendre par l'Italien, là. Tu C'est vois, vrai, c'est ou alors pas. le terminer poignardé, Ouais, non, effectivement. mais je pense que bon, Voilà. comme Sean Penn, c'est quand même Sean Penn, tu pouvais pas juste l'abandonner devant l'ascenseur avec le coup de couteau, tu vois, tu étais obligé quand même de faire une scène de résolution entre deux, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aime bien, t'as quand même tout le plan de l'ascenseur, avec après, quand il remarque le mec, le qui est Ah, habillé en c'est flic. remarquable, c'est magistralement fait. Ah, la scène de l'hôpital, incroyable. C'est incroyable, Incroyable. c'est un ballet, c'est magnifique. Et tu as remarqué je sais pas comment s'appelle cet acteur qui joue le deuxième fils du mafioso, celui qui poursuit Pacino à la fin, Je sais pas Ouais. mais comment il il crée une tension sur la dernière partie du film. Il est Tu as formidable, ce vu là, type. il Je l'ai dégage pas revu après. Ouais. une haine et une colère, mais les yeux insensée. exorbités tout le temps, ouais. Ouais, ouais, il est au bord d'exploser, quoi. Ouais, ouais, non, il lâche pas, effectivement, mais cette dernière demi-heure est magistrale. Ouais, Quand ouais. la poursuite à pied, moi je vous avais souvent dit que je préfère les poursuites à pied aux poursuites en voiture, mais alors là je suis gâté parce qu'effectivement, quand ça part dans la rue, bon, c'est un petit peu bizarre que les mafieux le voient dans la rue et se mettent à lui courir derrière tout de suite. Il y a des moments où on sent un petit peu les volontés d'auteur, mais on est pris dans un tel tourbillon que c'est extraordinaire et c'est tellement bien filmé et monté que Et c'est la fin, toute la fin jusqu'au train, quoi. C'est du pur cinéma. incroyable. À C'est mon du avis, pur cinéma. c'est ça que Tom Cruise a vu, entre autres, et il lui a dit, bah, il va faire Mission Impossible, je pense, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais il paraît que Tom Cruise avait adoré Carlitos Way, Ah ouais, ça m'étonne pas. Je crois que Tom Cruise, c'était surtout Les Incorruptibles, parce que comme c'était une adaptation de série télé aussi, mais c'est Ouais, sûr qu'il a été très impressionné par Carlitos Way. Enfin, il m'avait raconté que ça n'avait pas été un succès avec le public, mais que dans le métier, ouais. beaucoup d'acteurs l'avaient vu, le film, et avaient beaucoup aimé, quoi, tu vois, parce C'est que définitivement dans les top 3, je trouve, de Palma dans ses films. Mais il y a une scène qui est drôle aussi en parlant de comédie, et c'est la scène où il se cache avec les cadets de la police, tu sais, dans le métro, pour échapper aux mafieux. Mm. Ouais, C'est ouais. assez- non, mais il sait très bien utiliser un décor existant, c'est-à-dire qu'il Ouais, sait très bien utiliser toutes les ressources d'un décor. Et d'un décor même construit, hein, parce que là, une des raisons aussi qui a fait que sur Carlitos Way, il avait une bonne expérience, c'est que ça faisait longtemps qu'il voulait travailler avec le décorateur qui s'appelle Richard Silbert, tu vois, ah oui, une légende qui a aussi. fait Rosemary's Baby, qui a fait Chinatown, bon, qui était Ouais, un grand, grand décorateur, qui avait fait Shampoo, tu vois, bon. extraordinaire. Et ils n'avaient jamais trouvé l'occasion de travailler ensemble. Et donc, c'est lui qui a conçu toute la boîte de nuit, tu vois, sur 2 niveaux. Tout ça, c'est Richard Silbert. Et il t'expliquait que Exceptionnel. Robert Deniveau, pardon. c'est une des raisons pour laquelle il voulait faire le film aussi, c'est qu'il voulait enfin, comme l'autre était libre, il voulait travailler avec Richard Silbert. Ouais. Il y a un truc que j'avais oublié à la fin parce que je me rappelais bien de Hey, remember me? Benny Blanco from the Bronx. Mais j'avais oublié la trahison de Guzman et Guzman qui dit allons-y et Benny Blanco qui lui dit ensuite No, you You stay stay. here. Yeah, you stay. Et paf, il le tue Et directement. j'adore l'explication minable de Guzman à Pacino qui lui dit, il faut bien que je prévoie l'avenir, Je moi aussi. bouffe. Ah, c'est terrible, c'est shakespearien. Ouais, c'est un film complètement noir et désespéré. Bon, le fait la fille soit enceinte à la fin et que tu te dis bébé Carlito, enfin, mais ça te remonte pas non plus le moral. Donc c'est pas étonnant que ça ait pas tellement marché à la sortie parce que pour les Américains, c'est pas un film. Bien sûr. Ça te Alors, cheer you up. t'as remarqué une chose que je sais pas si c'est un oubli aussi, je sais pas exactement, mais tu sais qu'à un moment, il y a, je crois que c'est Sasso qui prévient Carlito que l'autre va le trahir, Pachanga, Mm. Luis Guzman. Ouais, Il absolument. lui dit Oui, carrément, il dit que t'es une petite merde, il Ouais, veut ouais, aller, ouais. il travaille pour Benny bah, c'est la Blanco, scène où etc. il est avec le verre, là, où il essaye de mettre le cafard sous le verre, là, tu Oui, sais. oui. Et en fait, l'autre l'écoute pas ou n'en tient pas compte, mais on ne sait pas très bien pourquoi, qu'il ait confié sa femme enceinte à Pachanga, qui est quand même une ordure finie et dont il devrait soupçonner qu'il va le trahir. Ouais, Je c'est trouve ça un toujours peu ce code de bizarre. l'honneur, peut-être effectivement qui le perd. Ouais. Mais c'est effectivement, c'est terrible cette image à la fin avec ce Escape to Paradise. Ça rappelle les palmiers derrière Scarface quand il est dans le bureau, tu sais. Ouais, ouais, très bien. Et c'est très joli que la photo s'anime et qu'on voit la danseuse qui danse comme Penelope Ann Miller sur l'affiche. Absolument. Et la dernière phrase de Pacino, tu as vu, c'est Tired, baby, tired. Il Ouais, est ouais, ouais. fatigué, quoi, c'est fini. C'est très beau, très C'est beau. très, très beau. Je me demande si c'est pas son meilleur film De Palma, tu vois, parce que Je me pose la question aussi. c'est moins baroque que Carrie, que Fury, tout ça, mais
Enfin, pour la première fois, il y a une sorte d'émotion qu'il n'y avait pas dans certains de ces films, tu vois, où tu pouvais dire que sur les personnages, c'était des fois C'est à Scarface ce que Casino est à Goodfellas, c'est-à-dire un autre extraordinaire film qui n'est pas le même et qui est aussi bien maîtrisé. Moi, j'aime bien Scarface aussi. Hein. Les gens ont tendance à dire que Carlito est mieux parce que Scarface est plus Non. adolescent avec de la violence, des jets de sang, tout ça. Celui-là est plus adulte dans le sens où il essaye pas de, il n'est pas dans l'excès, quoi. Il n'est pas dans J'aime les l'emphase. deux aussi, moi j'aime les deux. Mais je pense que celui-là vieillit peut-être mieux, je sais pas, parce c'est un truc aussi moi, il m'avait raconté qu'il aurait pas pu faire ça à 30 ans, tu vois, que c'était un film que tu fais quand tu es déjà un peu Ouais, mûr. Tu tu vois, parles. parce que tu sens et malheureusement, bon, moi j'aime beaucoup Mission Impossible après, mais c'est quand même un autre genre de film. Mais c'est quand même le dernier grand film que De Palma a fait, quoi. Tu vois, Je suis d'accord avec Mm. toi. Bien, c'est merci, messieurs. dommage qu'il ait pas retrouvé, c'est dommage qu'il ait pas retrouvé ce niveau-là après, quoi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est venu en Europe après, qu'il a plus eu La l'occasion de... dernière bonne chose qu'il a faite, c'est la première moitié de Snake Eyes. J'aime bien Snake Eyes, mais c'est pas aussi abouti, tu vois. Non, c'est une deuxième époque, effectivement. Le scénario est pas intéressant dans le sens où le complot est pas intéressant. Tu sens que c'est juste un truc pour faire des points de vue différents, mais ils auraient pu trouver un complot plus intéressant, je trouve. Le truc de tuer le secrétaire d'État. Une fois de plus, d'accord avec toi. Bien, merci mes cinébuddies pour ce dernier baroud d'honneur. J'ai enfin pu mettre 75 000 $ de côté grâce à ce podcast pour ouvrir avec vous, si vous le voulez, une agence de location de voitures aux Bahamas. J'arrive. En attendant, rendez-vous dans quelques jours pour une surprise et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où l'on écoute des podcasts, plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, vos noms et phrases signature, la fameuse catchphrase. Laurent? Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon. Carlito, man! Il a très bien fait. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Et comme dirait Carlito, un podcast vous tuera plus vite qu'une balle. You are so beautiful to me. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinéchat. C'est bon? C'est bon. Ok, super. Si j'ai un chat, Philippe, tu sais comment je l'appellerais? C'est sûrement en rapport avec Margot, mais Mais oui, mais ce serait un chat, un gros chat, il s'appellerait Sasso. Sasso. Est-ce que tu as Ok. remarqué que Sasso, c'est l'inverse de Sosa? C'est vrai, ouais. C'est un hasard, quoi, non? Bon, on va en c'est parler peut-être dans un clin quelques d'œil. instants. Donc, une petite intro et ensuite c'est à nous. Ça record, c'est parti.